Et lorsque M. Félix Tshisekedi vient au pouvoir, étant anarchiste, parce qu'il ne faut pas oublier que ces partis politiques que vous appelez à tort l'UDPS est né dans le mensonge. Et c'est un parti qui fonctionne en marge de loi de la République. De notre approche ou de notre analyse, nous estimons par contre que M. Félix Tshisekedi doit être le premier à être arrêté. Tout simplement parce qu'il y a une usurpation des compétences. C'est une preuve d'une volonté manifeste de violer intentionnellement la Constitution. Ici, je fais référence à l'article 165 de la Constitution qui dit que le président en fonction peut être poursuivi pour violation intentionnelle de la Constitution. C'est déjà le cas. Pour malversation des finances publiques, c'est déjà le cas. Pour concussion, pour délit d'initié, tous ces faits-là peuvent nous amener à avoir un président de la République en prison. C'est vous et la justice qui ne parlez que de ça. Moi, je peux vous citer beaucoup de cas où il y a eu des détournements, il y a eu malversation, il y a eu surfacturation. Commençons d'abord dans la conception. Qui a conçu le programme? C'est M. Félix Tshisekedi. Qui a élaboré le programme? C'est lui et sa bande. Qui... Non mais l'UNC, ce sont des frondeurs aussi. Effectivement. Ils sont de quelle famille politique? Du cash. Dans l'UNC, il y a les mécontents. Dans l'UNC, il y a des gens qui voudraient que M. Félix, M. Kamere soit mis hors jeu pour qu'eux puissent profiter de son aura. Je cite ici l'actuel ministre du budget, qui n'est pas loin de Kabila. Je ne suis pas membre de la MOUCA. Moi, je suis de la NCPO. Je ne suis pas membre de la MOUCA. Mais si vous pensez que pour que le pays avance, il faut que le président que vous appelez élu soit ici, c'est que sous-entend, vous reconnaissez que c'est lui qui est là, ne fait que la figuration. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission En Face de que vous avez l'habitude de suivre sur votre chaîne, ces magazines sociopolitiques qui traitent des questions d'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce numéro. Il a été réclamé par le public par la profondeur de ses analyses. Lui, c'est M. Alain Bolodjoa, notre invité du jour, qui est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Bonjour. Bonjour, en tout cas, merci pour l'invitation. Et bienvenue chez nous pour la première fois. Merci. Alors, vous savez, l'actualité en République démocratique du Congo, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons essayer de passer au peigne fin certaines questions, notamment celle liée à l'affaire Vital Kamerhe. Vous le savez, le directeur de cabinet du chef de l'État est en prison depuis près d'un mois. Monsieur Alain Bolodjoa, comment est-ce que vous avez analysé l'arrestation de Vital Kamerhe? Une analyse, selon vous? Bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que nous assistons là à un déraillement des institutions de la République. Nous sortons du cadre constitutionnel et nous traitons le pays aujourd'hui comme si ces pays étaient dirigés par un deal. Parce qu'en réalité, si on se réfère à la Constitution, M. Félix Tshisekedi, ayant été proclamé élu, bien que nous doutons de la sincérité du scrutin, oui, ayant été proclamé élu, a trouvé en place des institutions qui devait en principe fonctionner normalement. Et le Premier ministre, qui était à l'époque, je cite ici M. Tshibala, oui, avait le pouvoir plénier d'engager la République, et c'est ce qui justifie d'ailleurs sa contresigne de deux fameuses ordonnances du mois de mai, oui, nommant le membre du comité de gestion, que ce soit de la GECAMINE ainsi que de la SNCC, ce qui sous-entend qu'il avait le pouvoir plénier d'engager la République. Oui. Et lorsque M. Félix Tshisekedi vient au pouvoir, étant anarchiste, parce qu'il ne faut pas oublier que ces partis politiques que vous appelez à tort l'UDPS est né dans le mensonge. Ah bon? Et c'est un parti qui fonctionne en marge de loi de la République. M. Félix Tshisekedi a oublié, ou sinon a outrepassé ses compétences, en prenant les compétences dévolues au Premier ministre et à son gouvernement. Il a créé un gouvernement parallèle, il a donné toutes ses compétences à son ami, que nous citons ici, M. Vital Kamerhe, en violation flagrante
de l'article 91 de la Constitution, de l'article 92, mais surtout de l'article 93, qui voudrait assez que le Premier ministre soit le seul coordonnateur des actions du gouvernement. Très bien. Ils ont pondu ou conçu leur programme, dit programme d'urgence, alors qu'il n'y avait aucune urgence, ni par rapport aux circonstances, encore moins par rapport à la finalité des actions. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a un directeur de cabinet qui est accusé qui est devant la justice, qui aurait détourné le fonds public, qui aurait dilapidé le fonds public, alors qu'en réalité, ce sont des compétences dévolues aux seuls membres du gouvernement dont il n'était pas membre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous assistons à une forme de théâtralisation de la justice. Parce que nous connaissons tous qu'en réalité, le directeur de cabinet n'est qu'un simple assistant, oui, qui n'a aucune compétence en matière de gestion des finances publiques, qui ne peut pas engager la République, d'autant plus qu'il est membre du cabinet d'une institution et nullement le chef d'une institution. Ce qui sous-entend que M. Félix Tshisekedi a violé intentionnellement la Constitution, soit peut-être par ignorance, ou soit peut-être il a fait ça volontairement, et malheureusement la population, ou sinon ceux qui le soutiennent, considèrent qu'il ne doit pas être interpellé. Parce que de notre approche ou de notre analyse, nous estimons par contre que M. Félix Tshisekedi doit être le premier à être arrêté. Tout simplement parce qu'il y a une usurpation des compétences. Okay. C'est une preuve d'une volonté manifeste de violer intentionnellement la Constitution. Ici, je fais référence à l'article 165 de la Constitution qui dit que le président en fonction peut être poursuivi pour violation intentionnelle de la Constitution. C'est déjà le cas. Pour malversation des finances publiques, c'est déjà le cas. Pour concussion, pour délit d'initié, tous ces faits-là peuvent nous amener à avoir un président de la République en prison. Et fort malheureusement, on nous amène une justice de façade, une forme de parodie de justice, tout simplement parce qu'on veut séduire les faibles d'esprit. Mais ce que nous savons, c'est que M. Kamere, en tant qu'assistant du président de la République, et cette présidence de la République, qui n'est qu'une administration de l'institution président de la République, ne pouvait pas engager l'État sans qu'il soit choisi par son chef. Et le fait que M. Félix Tshisekedi a commencé à violer la Constitution, et de cette violation de la Constitution, c'est découlé la malversation. En principe, M. Félix Tshisekedi doit être aussi en prison pour que nous respections la volonté de la population. Donc, vous ne croyez pas en la justice, selon vos propos par rapport à ce dossier. Donc, l'issue, selon vous, ça doit être comment? Parce que vous ne croyez déjà pas à la justice. Non, mais effectivement, pour que nous arrivions à croire à la justice, il faut que nous sentions que cette justice est indépendante. Pas une justice orientée. Parce que déjà au départ, le fait seulement que M. Félix Tshisekedi a violé intentionnellement la Constitution, en principe, la première personne à être poursuivie devait être M. Félix Tshisekedi. Étant donné que c'est lui qui a violé intentionnellement la Constitution et que c'est lui qui a orienté l'action de la justice, eh bien moi personnellement je ne vois pas d'autre issue, soit peut-être de sacrifier Kamere, ou sinon de faire en sorte que le dossier n'apporte rien à la République. Et en même temps, vous allez vous rendre compte que pendant que nous nous focalisons sur le fameux programme prophétique des 100 jours, il y a aussi un bilan à présenter par rapport à la gestion du budget 2019. Si on parle de 370 millions de dollars pour le programme des 100 jours, n'oubliez pas qu'il y avait un budget de 4 milliards 600 millions et où les régies financières ont dépassé les assignations. Okay. Et d'après l'estimation, on peut déjà dépasser 5 milliards de dollars. Et dans les 5 milliards de dollars, pratiquement 65% étaient prévus pour le fonctionnement des institutions, 35% étaient prévus pour l'investissement et fort malheureusement, toutes les politiques publiques étaient centrées essentiellement sur le programme des 100 jours. Ce qui sous-entend que M. Félix Tshisekedi et sa bande ont eu à gérer plus de 2 milliards de dollars hors budget. Mais je voulais revenir par rapport au gouvernement. Mais dans le programme des 100 jours, le gouvernement Tchiba a quand même été mis à contribution aussi, non? Non, mais c'est ça, en fait, le contraste. C'est ça, le paradoxe. On nous dit que le gouvernement était démissionnaire.
Voilà pourquoi on a choisi... Non, nullement, nullement. Voilà pourquoi on a choisi monsieur Kamere pour se substituer au Premier ministre, au ministre du Budget, parce que c'est lui qui prenait les engagements et c'est lui qui ordonnançait, en violation flagrante de la Constitution. Alors, si on nous dit que les autres ont eu à participer, c'est que sous-entend que l'alliance FCC ou la coalition FCC Cash, c'est une coalition de tous les dangers. Ce sont des malfaiteurs, si on doit les dire ainsi, parce qu'ils ont eu à dilapider volontairement les finances publiques. Et pourtant, pendant que eux s'enrichissaient, il y a plus de 80% de la population qui croupissait dans la pauvreté, dans la misère. C'est que sous-entend que ce sont des hommes très dangereux, et donc tous doivent répondre devant la justice. Et lorsqu'on verra que M. Félix Tshisekedi est interpellé, même si il pourra être acquitté par la suite, mais au moins que l'on sente que la justice est indépendante, on doit commencer à interpeller M. Félix Tshisekedi, qui a mal géré le fonds public, qui a outrepassé les compétences lui dévolues dans l'article 69 de la Constitution, qui a fait en sorte qu'un directeur de cabinet puisse se substituer en Premier ministre, qui a fait en sorte que le directeur de cabinet puisse se substituer en ministre des Finances et ministre du Budget, eh bien, c'est en ces moments-là qu'on parlera d'état de droit. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans une forme d'anarchie, dans une forme de tyrannie. Eh bien, nous voulons avoir un État démocratique comme déjà la dénomination de notre pays le dit. Et fort malheureusement, nous avons des gens qui ont été kabylocratiquement élus, qui n'ont aucune maîtrise du fonctionnement de l'État, qui n'ont aucune notion sur le fonctionnement de la démocratie. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de juger un directeur de cabinet pour avoir posé des actes en tant que membre du gouvernement. Et ça, c'est une désolation pour la population. Et maintenant que le dossier est renvoyé au niveau du tribunal des grandes instances de la Gombe, est-ce qu'on peut être confiant quant à l'aboutissement de cette saga judiciaire? Bon, ce qui est vrai, c'est que la justice a commis beaucoup d'erreurs. Déjà en termes de qualification ou sinon en termes de qualification des infractions, on a senti qu'il y avait beaucoup de maladresse, beaucoup de faiblesses. Peut-être les faibles esprits risqueront de croire que c'était involontaire, mais c'est que nous savons, ils ont créé des circonstances, ils ont créé des occasions pour que M. Kamere ne soit pas condamné. Justement parce que tout le monde sait, tous les Congolais conscients savent que la première responsabilité incombe à M. Félix Tshisekedi, qui a violé intentionnellement la Constitution. Et il ne faut pas aussi oublier que c'est cette même justice qui a déclaré M. Félix Tshisekedi président de la République sans soubassement. Justement parce que M. Kabila avait donné des orientations et on a aujourd'hui une justice qui est caporalisée, qui ne fonctionne que pour satisfaire les appétits gloutons des politiciens. Moi, personnellement, je n'ai pas confiance à cette justice. Nous attendons à ce que nous ayons des institutions sérieuses, crédibles, qui vont nous amener de bons juges, de bons magistrats, qui vont dire le droit et pour l'intérêt et le bon fonctionnement des institutions. Les institutions qui viendront quand? Non, mais nous attendons. Si on arrête aujourd'hui M. Félix Tshisekedi, qu'on le mettait en prison, on va organiser les élections en ayant les 3 mois nous consacrés par la Constitution. On va avoir un président qui ne sera pas dépendant de M. Kabila. On va dissoudre l'Assemblée nationale ainsi que les Sénats qui ont été kabylocratiquement élus. On va convoquer l'électorat pour que cette fois-ci la population puisse choisir de bons citoyens, des gens qui sont pétris de valeurs démocratiques et républicaines, des gens qui ont le souci de briser la chaîne des déséquilibres qui nous conditionnent dans la pauvreté. Eh bien, c'est en ces moments-là qu'on parlera d'un état de droit. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans une forme de théâtralisation de la classe politique et nous voulons les changements et les changements aujourd'hui et maintenant. Alors, M. Bolotjoa, Vital Kamere est en prison. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Gombe, mais il ne démissionne pas. Quelle lecture faites-vous, vous, en tant qu'acteur politique? Non, mais pour nous, la priorité ne peut pas être la démission de M. Kamere, qui n'est qu'un simple assistant. Notre problème aujourd'hui, soit on qualifie M. Félix Tshisekedi d'incompétent par le fait qu'il a laissé le pouvoir du gouvernement entre les mains de son assistant, ou soit on le qualifie de co-responsable par le fait que c'est lui qui a opéré l'usurpation de compétences. Eh bien, ce qui est important pour nous, si M. Félix Tshisekedi est qualifié d'incompétent, c'est lui qui doit démissionner.
s'il est qualifié de co-responsable, c'est-à-dire que c'est lui qui doit être arrêté. C'est ça, au fait, les raisonnements que nous devons tous développer. Parce que M. Kamere, en tant qu'assistant, ne pouvait pas engager la République. Le gouvernement était démissionnaire. Non, mais le gouvernement n'était pas démissionnaire. Un premier ministre investi ne peut être remplacé que par un autre premier ministre investi. Lorsque il y a un problème au sein ou au niveau du gouvernement, ce n'est pas l'institution président de la République qui doit se substituer aux membres du gouvernement. On n'a nulle part dit dans cette constitution qu'un premier ministre peut être remplacé par les directeurs de cabinet. Donc c'est Tchibala qui devait coordonner le programme de Songe. Non, mais effectivement, il avait le pouvoir plénier. C'est lui qui a engagé la République. C'est ce qui justifie même la signature. Sa signature au niveau de ces deux fameuses ordonnances controversées, nommant le membre du conseil d'administration et du comité de gestion des deux grandes entreprises. C'est qui sous-entend que M. Tchibala ne pouvait être remplacé que par un autre premier ministre investi. S'il y a eu de problèmes par rapport à son fonctionnement, eh ben c'est le vice-premier ministre qui était juste après M. Tchibala qui devait assurer l'intérim. Fort malheureusement, on n'a pas connu ces cas, mais M. Félix Tshisekedi, en tant qu'anarchiste, en tant qu'usurpateur de compétences, en tant que pseudo-dictateur... C'est fort ce que vous dites. Non, mais effectivement, je m'assume. Il veut nous imposer leur philosophie. Il suffit seulement de voir comment leur parti est géré. Nous avons un monsieur qui était nommé secrétaire général, qui a pratiquement remplacé le président de leur parti, qui est aujourd'hui, entre guillemets, président de la République. Eh bien, il a nommé le secrétaire général le remplaçant. Voilà pourquoi j'ai dit, leur manière de gérer le parti nous a été imposée aujourd'hui. Nous avons quelqu'un qui ne respecte aucune norme, qui n'a aucune notion du fonctionnement de l'administration, qui a induit tout le peuple en erreur, qui a pris plus de 370 millions de dollars et donné à son ami, sans mesure d'encadrement, encore moins de contrôle, qui a laissé le budget de la République être géré par une bande d'amis. Et vous, vous pensez que le directeur de cabinet peut nous préoccuper aujourd'hui? Non, la personne à arrêter, c'est d'abord M. Félix Tshisekedi. C'est lui maintenant qui va citer sa bande. Et fort malheureusement, tout le débat aujourd'hui est centré sur la personne de Kamere, qui n'a aucune responsabilité dans la charpente institutionnelle. Ce sont là des vérités que l'on doit dire à la population. Ils ont peut-être cité Kamere, c'est parce que c'est lui qui a décaissé tous les fonds, c'est lui qui a passé des marchés, c'est pourquoi on l'a cité. Non, mais comment on peut les citer alors que le gouvernement était là? Certains ministres ont été mis en contribution aussi. Non, mais effectivement, ce qui veut dire que le pays n'a pas été géré conformément à la Constitution. Et qui est le garant du bon fonctionnement des institutions? N'est-ce pas, M. Félix Tshisekedi? Qui est le gardien de valeurs cardinales reprises dans la Constitution? N'est-ce pas, M. Félix Tshisekedi? Eh bien, donc si on doit chercher des responsables, le premier responsable, c'est M. Félix Tshisekedi. C'est à lui maintenant de nous citer des noms des personnes qui ont participé dans cette forfaiture. C'est ça, au fait, l'état des droits. Et non nous amener dans des débats, il doit démissionner ou pas. Ce qui importe pour nous, soit M. Félix Tshisekedi démissionne pour incompétence, soit il est arrêté pour avoir violé intentionnellement la Constitution. Mais aujourd'hui, Vital Kamere n'est pas seul en prison. Il y a aussi certains mandataires publics, des entreprises de l'État qui sont par rapport à un certain problème ou un autre. Ça aussi, ce n'est pas... C'est toujours la théâtralisation? Non, mais effectivement. En tout cas, on doit se le dire. Si M. Félix Tshisekedi n'avait pas l'intention de violer intentionnellement la Constitution, tous ces gens-là n'allaient pas être en prison. Parce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Nous nous sommes battus pour restaurer l'état de droit. Okay. Et nous avons fixé les normes. Et dans ces normes, il y a la délimitation du pouvoir de chaque institution. Comme on dit, le pouvoir est le pouvoir. L'institution président de la République a ses compétences reprises dans l'article 69 de la Constitution. Nulle part, il est mentionné les compétences de M. Félix Tshisekedi ou de l'institution président de la République de poser des actes dans le sens de la gouvernance au quotidien. Il est là comme le superviseur, ou sinon comme l'arbitre du fonctionnement des institutions. Mais l'institution qui est appelée à gérer au quotidien le fonds public, à mettre en place les politiques publiques, c'est l'institution gouvernement. Et le Premier ministre est choisi sur base d'un programme, est investi sur base d'un programme, lui et son gouvernement. Et quand ils vont vers le gouvernement, vers le Parlement,
c'est justement pour être revêtu de la légitimité du pouvoir. Et tous les actes qu'il pose, il y a un cadre de contrôle, que ce soit au niveau de l'exécutif qu'au niveau du législatif. Au niveau exécutif, c'est le conseil des ministres, qui est le cadre de contrôle, le cadre de supervision, où M. Félix Tshisekedi, en tant que président, joue le rôle de président. C'est lui qui préside le conseil des ministres. Il n'est pas membre du gouvernement, parce que nous avons un pouvoir exécutif bicéphale. Okay. L'institution président de la République n'est pas à confondre avec l'institution gouvernement. Le gouvernement a ses compétences, le président de la République a ses compétences. Tout le monde doit respecter les normes établies dans la Constitution. Lorsque vous outrepassez vos compétences, vous violez intentionnellement la Constitution, et bien l'article 165 a résolu ce problème. En réalité, si nous étions un État sérieux, M. Félix Tshisekedi serait déjà en prison. Pour violation intentionnelle de la Constitution, pour concussion, pour avoir occasionné la malversation financière, pour délit d'initié, parce que nous nous sommes rendus compte que sa famille biologique avait des informations d'État avant que ces informations soient rendues publiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans la gestion du pays sans avoir qualité ni compétence. Les programmes, c'était les programmes d'urgence du chef de l'État, pas du mais gouvernement. En quoi c'était urgent? Ni les objectifs, ni les cadres ne pouvaient nous donner, ne pouvaient accepter cette qualification-là d'urgence. En quoi c'était urgent? Construire un seau de moutons, c'est une urgence? Des hôpitaux? Non, mais il en a construit où? Mais c'est parce que l'argent, vous savez là où c'est parti. L'objectif. Moi, je sais que l'argent de la République se trouve en banque. Moi, je ne le sais pas. Apprenez-moi. Et Kamir est en prison. Non, mais effectivement, parce que M. Félix Tshisekedi a outrepassé ses compétences. Parce que nulle part il est dit que M. Félix Tshisekedi avait le pouvoir d'aller vers la banque centrale, de décaisser l'argent, de l'affecter pour construire des hôpitaux. Attendez, est-ce que vous savez ce qui s'est passé réellement? Il y a usurpation des compétences. On a enlevé les compétences qui sont dévolues au gouvernement. On a donné à un individu. Parce que Kamir ici est jugé comme individu, pas comme institution. Vous imaginez? Oui. On nous dit qu'il n'y avait pas de gouvernement. Ce qui veut dire que c'est la même personne qui a géré le budget. 5 milliards de dollars. Vous imaginez? Quelqu'un qui n'a pas de qualité. Vos chiffres à vous, ça. Non, mais il faut... Non, attendez. Il y a des rapports qui sont publiés. Le budget était estimé à 4 milliards 600 millions de dollars. Et budget Chibala, 2019. Il y a eu dépassement des assignations. Toutes les régies financières ont fait des dépassements de près de 120%. Et aujourd'hui, le budget mobilisé a été estimé à 5 milliards. Qui a géré ce budget s'il n'y avait pas de gouvernement? C'est l'institution président de la République. Mais il suffit seulement de nous donner une seule disposition qui reconnaît à M. Félix Tshisekedi et à sa cohorte la compétence de gérer le fonds public. Le fait seulement que M. Félix Tshisekedi a eu à faire l'usurpation de compétences, en principe, devait être en prison. Donc le programme des 100 jours n'avait pas sa raison d'être. Non, mais effectivement, il n'y a pas de raison. Parce que, la construction d'un seau de moutons ne peut pas être une urgence. Parce que nous, en économie, lorsqu'on parle d'urgence, on est dans les très très courts termes. Et les actions que l'on pose doivent avoir une incidence positive sur la population dans les très très court terme. Mais il y avait beaucoup de volets, vous ne parlez que de sauts de moutons. Non, mais au contraire, c'est vous et la justice qui ne parlez que de ça. Moi, je peux vous citer beaucoup de cas où il y a eu des détournements, il y a eu malversation, il y a eu surfacturation. Commençons d'abord dans la conception. Qui a conçu le programme? C'est M. Félix Tshisekedi. Qui a élaboré le programme? C'est lui et sa bande. Qui a présenté ces programmes? C'est M. Félix Tshisekedi. Qui a exécuté? C'est M. Félix Tshisekedi et sa bande. Est-ce que vous savez, dans ces pays, on a construit des routes à 6 200 000 $ pour 1,46 km? Je cite ici le cas de l'avenue du commerce. 6 200 000 $. Il y a eu hyper surfacturation. Personne n'a fait allusion à ça. En principe, c'est 6 km. Mais évidemment, et heureusement que j'ai en face de moi quelqu'un qui a une certaine maîtrise de ces réalités. Vous prenez l'avenue Kulumba, 1,99 km, construite à plus de 3 millions de $. C'est-à-dire, pour 1 km, il a dépensé 1 970 000 $. Pour 1 km. L'avenue Kulumba. L'avenue Kulumba, c'est à Tchangou. Je connais, mais c'est un projet qui datait de longtemps. Non, mais effectivement, mais on a décaissé encore. Tshisekedi est venu effectivement, trouver on le a projet. encore décaissé près de 4 milliards de $ pour la même route. Vous prenez l'avenue Sayo,
la réhabilitation partielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le grand travaux en tant que tel. Mais on a dépensé 1 317 000 $ pour 1,5 km. Le Dalo qu'on a construit entre Sayo et Triomphal, 288 000 $, même pas 15 mètres. Vous vous imaginez? Donc partout il y a des dépassements. Effectivement, ce qui veut dire que c'était fait intentionnellement. Monsieur Félix Tshisekedi, sachant que la norme était à 1 million, il a accepté qu'on construise des routes à 1 970 000 $ avec l'argent de la République. Monsieur Félix Tshisekedi avait prévu, dans son fameux programme prophétique, la construction et la réhabilitation des 139 écoles. Sur les 139 écoles, Beseko nous présente 119 écoles, alors que nous savons, parmi ces écoles, il y a des écoles qui ont été déjà livrées à l'époque de Tchibala et de Badibang. Vous vous imaginez? On avait prévu la construction, la modernisation du port de Kalemi. 65 millions de $. Les travaux n'ont même pas été lancés. 65 millions de $. Il a prévu dans son fameux programme la construction d'une centrale électrique à base de gaz. La centrale thermique. À 180 millions de $. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces projets? Hein? Vous vous imaginez ce qui s'est passé? Il a prévu 2217 km de terre, de route en terre à réhabiliter. Pour un coût par kilomètre estimé à 120 000 à 12 000 $. Il y a eu combien de kilomètres qui ont été réhabilités? Vous vous imaginez? Il a prévu la réhabilitation des hôpitaux. 120 hôpitaux, y compris Mamayemo. Est-ce qu'on a commencé les travaux? C'était pourtant urgent. Non mais, si c'était urgent, attendez, si c'était urgent, l'urgence est liée par rapport aux objectifs, par rapport aux résultats attendus, par rapport à la durée. Ni en termes de durée, ni en termes de résultats, ni en termes d'objectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, on a réhabilité toutes ces choses? S'il considérait que c'était urgent, la moindre des choses, pour moi, son urgence pouvait être la mise en place du gouvernement. Il a accédé au pouvoir au mois de janvier, il nous présente son gouvernement au mois d'août. Ça, c'était pas urgent. Mais vous savez tout ce qui s'est passé. Non, mais on n'est pas obligé de le savoir. On n'est pas tout ce qui s'est passé, il fallait des discussions et discussions. Non, mais attendez. Et qui doit porter la responsabilité? Nous, la population? Oui, c'est-à-dire qu'il a géré le pays comme il gère son parti politique. Et moi, je considère pour ma part, il doit être poursuivi pour avoir mal géré le pays, pour avoir dilapidé le fonds public, pour avoir occasionné la violation intentionnelle de la Constitution, pour avoir participé dans tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi j'ai dit, la meilleure manière de résoudre le problème, c'est d'abord d'interpeller M. Félix Tshisekedi. Le jour où M. Félix Tshisekedi sera interpellé, c'est en ces moments-là qu'on parlera d'état de droit. Pas de nous faire des justices spectacles où on arrête un directeur de cabinet qui n'est qu'un simple assistant, qui n'a aucune compétence sur le plan de la charpente institutionnelle, qui ne gère aucune institution, parce que la présidente de la République n'est que la démonstration du président de la République. Alors, comment peut-on arrêter le directeur de cabinet et on laisse M. Félix Tshisekedi? Or, pour les entreprises, vous les avez cités ici, on n'a pas arrêté les chargés des finances, mais on a arrêté les DG. Pourquoi? C'est justement parce qu'ils sont à la tête. Voilà, c'est lui qui a signé les contrats. Mais effectivement, mais qui a signé? Ce n'est pas l'institution gouvernement, c'est M. Félix Tshisekedi qui nous a engagés dans cette forfaiture, dans ces complots, dans cette escroquerie. C'est lui qui a pris des engagements. Alors, pourquoi on doit arrêter son assistant? On doit commencer à arrêter M. Félix. Mais est-ce que c'est Félix Tshisekedi était obligé de faire le suivi? Maman Yemo, voir si les travaux ont commencé, aller à Kasumbalé, ça... Non, mais il y avait toute une équipe qui a été mise en place, non, mais... Félix Tshisekedi, il a amené un projet, on a décaissé de l'argent, mais les travaux pouvaient se faire sans lui. Lui, tout ce qu'il pouvait faire, c'est faire le suivi. Non, mais est-ce qu'il a fait ce suivi? Parce que les 100 premiers jours, il ne savait même pas qu'il y avait un problème. Le deuxième 100 jours, le troisième 100 jours. C'est au quatrième 100 jours qu'il s'est ressaisi, alors que nous avons commencé à fustiger ce projet depuis le 17 avril 2019. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? On m'a traité des tribalistes. On m'a traité des nœuds. On m'a traité des jaloux. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'était du pipeau. On nous a vendu du vent. Monsieur Félix Tshisekedi nous a vendu du vent. Et il a décaissé 370 millions de dollars avec des travaux inachevés. Monsieur Félix Tshisekedi a facilité la dilapidation de notre argent. Est-ce qu'il a déjà payé l'impôt? Mais moi, je paye chaque mois l'impôt. Vous vous imaginez? 370 millions de dollars. Et au-delà de 370 millions de dollars, comment a-t-il géré
le budget 2019. Parce qu'en réalité, on devait avoir 35% de budget d'investissement. Combien d'actions, lui, a-t-il mené? Il a menti ici à la population qu'il a effectué autant de voyages avec moins de 50 millions de dollars comme charge publique. Mais ce qui est surprenant, il avait promis 1,5 milliard. Où en sommes-nous avec ces fonds? Vous imaginez? Incapable de décaisser 135 millions pour sécuriser les Congolais. Mais lui, il a dépensé plus de 50 millions de dollars pour ses propres voyages. Et à la fin, il nous amène quoi? Le coronavirus. Vous imaginez? N'importe quoi. Non, mais attendons, là, le dossier est en cours. Non, mais le dossier est en cours. Kamerhe est en prison, nous sommes au niveau du tribunal maintenant. Peut-être qu'après, il y aura, on pourrait interpeller les chefs d'État comme vous voulez. Non, mais pourquoi? Nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Mais ça viendra, si ça doit être le cas, ça viendra. Non, mais ça doit se faire maintenant et aujourd'hui. Monsieur Félix Tshisekedi doit être interpellé aujourd'hui. Ce qui s'est fait là, c'est du théâtre. C'est du théâtre parce que c'est lui qui nous a engagés dans ces mafias-là. Et nous devons voir les résultats de ce qui s'est fait. Et nous voulons aussi lancer ces messages à toute la classe politique. Pendant que vous vous contentez de faire du sensationnel, du cosmétique ici, il y a plus de 70% de la population qui vit dans la pauvreté. Une pauvreté déshumanisante. Il suffit seulement de voir dans nos territoires, il n'y a rien. Les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'hôpitaux, n'ont pas d'école, il n'y a rien. Il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien là-bas. Et vous prenez comme ça plus de 2 milliards de dollars et vous vous distribuez comme si c'était des arachides. Nous voulons assez qu'on établisse des responsabilités. Et le premier responsable dans ces cas, c'est M. Félix Tshisekedi. Et après, on va voir quels sont les autres acteurs qui ont intervenu. Si on va citer son directeur de cabinet, c'est bon, mais on doit commencer par lui parce que c'est lui qui en est l'initiateur. Le peuple d'abord, c'est un simple slogan selon vous, parce que la population n'en bénéficie pas toujours. Ah mais vous l'avez bien dit, mais pourquoi ne pas avoir le courage d'insister sur ça? On a vendu du vent à la population. Non seulement que M. Félix Tshisekedi n'a pas été choisi par la population. Ça, vous n'avez pas de preuves. M. Félix Tshisekedi est le fruit de la Kabylie. M. Félix Tshisekedi a été kabylocratiquement élu. Il n'est pas le choix de la population. Et vous le savez. Non. Tout le monde le sait. Nous n'avons pas de preuves, justement. Vous allez voir quelles preuves? Est-ce que lui, il a des preuves qu'il a été élu? En dehors du procès verbal lui présenté par Nanga. Est-ce qu'il y a des soubassements? Est-ce que M. Félix Tshisekedi peut nous dire aujourd'hui qu'il avait des témoins partout? S'il a été proclamé, c'est justement parce qu'il y a un deal avec M. Kabila. Et nous ne voulons pas continuer dans ça. Nous voulons qu'il y ait effectivement rupture entre avec le passé. Nous voulons qu'il y ait un changement radical. La population s'est mobilisée pour mettre fin au système kabiliste. Et fort malheureusement, la personne qui a profité de cette forfaiture, c'est M. Félix Tshisekedi. Et fort malheureusement, il est le fils biologique et idéologique de Tian Tshisekedi. Vous vous imaginez? Alors, moi je considère, pour ma part, et surtout pour notre caucus, qu'on doit interpeller M. Félix Tshisekedi. On doit l'arrêter. Dès qu'on l'arrête, on va organiser des élections et après, on va s'en charger nous-mêmes de Kabila et de sa bande. C'est ce que nous voulons. Nous voulons effectivement vivre cet état des droits. Et c'est ce qui n'existe pas jusque-là. Vous incriminez Félix Tshisekedi, mais la réalité aujourd'hui est que Vital Kamerhe est en prison. Alors, au niveau de l'UNC, on sent un silence. Vous, en tant qu'acteur politique, comment vous justifiez ça? Non, mais l'UNC, ce sont des frondeurs aussi. Non, mais effectivement, ils sont de quelle famille politique? Du cash. Dans l'INC, il y a les mécontents. Dans l'INC, il y a des gens qui voudraient que M. Félix, M. Kamerhe soit mis hors jeu pour qu'eux puissent profiter de son aura. Je cite ici l'actuel ministre du budget, qui n'est pas loin de Kabila. Il a toujours été un agent de Kabila, qui peut être utilisé soit par Kabila, soit par Félix Tshisekedi, pour fragiliser ces partis politiques. Mais ce qui est important, ce ne sont pas des partis politiques. Pourquoi doit-on centrer toute notre énergie sur le parti politique, alors que le souverain primaire, qui devait être la population, n'a pas encore senti les effets de la politique? Depuis 1960, nous ne faisons que gérer les humeurs des politiciens. Dans nos villages, il n'y a rien. Et vous le savez. Dans nos villages, il n'y a rien. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le pays est sous-monétarisé? Dans d'autres coins, on continue à pratiquer le troc. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Il y a des Congolais qui meurent de faim. Alors que nous avons un fort potentiel agricole. Vous vous imaginez? Toutes nos politiques sont centrées sur le politicien. Non.
On ne peut pas parler aujourd'hui des partis politiques. Parlons de nos provinces, parlons de politiques publiques qui peuvent amener notre population à jouir de ces potentiels. Parce qu'il y a un fort contraste. Un pays potentiellement riche avec une population extrêmement pauvre. Il faut couper, il faut briser cette chaîne de déséquilibre. Ce sont là les essentiels de notre politique. Parce que si on doit parler de l'UNT, on doit aussi parler du PALU. On doit parler des autres partis, ce n'est pas important. Vous parlez de la population et les grands problèmes aujourd'hui, c'est le problème du budget qui souffre de son exécution par rapport à la pandémie et par rapport à cette crise sanitaire. Récemment, le Premier ministre est allé rencontrer le président des chambres du Parlement pour voir s'il faut rectifier parce que jusque-là, ça ne va pas. Est-ce qu'on peut dire que c'était prévisible? Effectivement, je suis surpris de vous voir être surpris. Dans le principe de l'élaboration du budget, il y a un principe. Le principe de sincérité. M. Félix Tshisekedi a appris que la population a manifesté par rapport au premier projet du budget qui était estimé à 7 milliards. Au téléphone, il appelle son gouvernement pour leur dire de ramener ou de réajuster jusqu'à 10 milliards. On arrive au Parlement, et bien le Parlement nous amène à 10 milliards 900 millions. Mais sur base de quoi ont-ils présenté ces budgets? Parce que le budget, en fait, ce n'est que la partie ou l'une des composantes du produit intérieur brut au regard de son approche des dépenses. Le budget résulte de la production. Lorsqu'il y a baisse du taux de croissance, comment on peut augmenter à près de 100% le budget? Comment peut-on quitter 4 milliards 600 millions à 10 milliards 900 millions alors qu'il n'y a pas embelli? Il n'y a pas de croissance économique. Sur base de quoi se sont-ils fondés? Et aujourd'hui, d'abord, on nous a présenté le plan de trésorerie qui n'est qu'une mesure, un ensemble de mesures d'application du budget. Le plan de trésorerie a démontré déjà à suffisance qu'on ne pouvait pas mobiliser 10 milliards 900 millions. Il avait peut-être confiance à tous ces voyages qu'il avait effectués à l'extérieur. De l'appui extérieur aussi, il avait peut-être... Oui, mais il a ramené combien? Parce que déjà au départ, l'apport extérieur était estimé à 1 milliard 500 millions. Il a ramené combien, lui? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, le fait seulement que le budget comportait en lui le mensonge d'État, c'est-à-dire qu'on n'avait pas respecté le principe de la sincérité. On nous a présenté un budget cosmétique. Le ministre des Finances représente un plan de trésorerie vous disant que nous ne sommes pas en mesure de mobiliser le 10 milliards 900 millions. Parce qu'il ne faut pas oublier. Au mois de janvier, aucune régie financière n'a pu atteindre les assignations mensuelles. Okay. Au mois de février, c'était la même chose. Au mois de mars, tout indiquait déjà qu'on n'allait pas mobiliser. Et cette fameuse pandémie a intervenu au mois de mars. Le 10 mars, alors que tout indiquait déjà qu'on ne pouvait pas mobiliser ces fonds. Tout simplement parce qu'on a mené une politique de mensonge. Et aujourd'hui, ils sont rattrapés par leur propre turpitude. En économie, on ne ment pas. En économie, c'est une science quantitative. Lorsque vous donnez un chiffre ici, ça doit être démontré. C'est ça le principe de l'équilibre. Ils ont tenté de mentir à la population. Monsieur Félix Tshisekedi, en 2019, il a atteint 5 milliards. A-t-il investi? Parce que le recette augmente par rapport aux investissements. A-t-il investi en 2019? A-t-il pu produire ne fût-ce qu'1 kilo de maïs? A-t-il réhabilité de routes et de dessertes agricoles? A-t-il assaini l'environnement économique? Et vous voulez nous amener dans un budget de 10 milliards 900 millions par rapport à l'apport extérieur? Franchement. Vous voyez, ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a la volonté de ne pas dire la vérité. Qui a l'intention de vendre du vent à la population. Heureusement, le mensonge est périssable. Ils sont rattrapés aujourd'hui par leur propre turpitude. Et ce qui est grave, on considère aujourd'hui que la pandémie va mettre un frein dans la capacité mobilisatrice des fonds. Mais il fallait prendre des mesures de mitigation. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas soutenu l'économie. Les petites et moyennes entreprises qui contribuent par leurs impôts et taxes ne sont pas soutenues. Les entreprises n'ont pas été redynamisées.
On n'a pas revu la stratégie économique pour essayer un peu de booster cette économie. C'est que sous-entend, tout ce que l'on fait là n'auront pas apporté quelque chose. On va vivre cette situation en 2020, on va vivre le pire en 2021 et ce n'est pas normal. S'ils sont qui n'est pas en mesure de bien gérer le pays, il doit prendre le courage de démissionner pour incompétence. C'est ça aussi la responsabilité d'un chef. Il ne peut pas se cramponner sur le pouvoir alors qu'il est incapable de gérer les fonds du public, il est incapable de donner des orientations, parce que quand on parle de leader, le chef, c'est lui qui donne des orientations. Lui-même, il n'a pas de boussole. Il n'a pas de boussole. À l'heure actuelle, vous, en tant que nouvelle classe politique de l'opposition, s'il y a des propositions à faire au gouvernement, ça sera lesquelles? Non, mais quel gouvernement? Ce gouvernement impotent, impropre, incapable de résoudre le problème de la population. Parce que si en réalité, on doit faire des propositions. Première proposition, soit M. Félix Tshisekedi démissionne, soit on l'arrête. Deuxième proposition, si nous étions au pouvoir... Si la justice n'arrête pas M. Félix Tshisekedi, la République doit continuer. Non, mais la République va continuer, mais attendez. La République va continuer, c'est vrai. Mais pour quel résultat? Parce que nous avons passé pratiquement 69 ans au Congo. Mais justement, vous qui avez des propositions... Non, nous n'avons pas à faire de propositions à ces gouvernements ici. Mais si nous étions au pouvoir, en réalité, lorsqu'on est en position ou sinon dans une situation de récession, c'est qu'il faut faire. Il faut redynamiser l'économie. Il faut réduire la dépendance à l'extérieur. En réalité, M. Félix Tshisekedi, s'il avait une vision, si son gouvernement avait le souci de résoudre le problème, ce qu'on devait faire, c'est quoi? Redynamiser les activités en mettant l'accent sur l'agriculture. Parce qu'avec 1 million d'hectares, parce que nous en avons 80 millions d'hectares, avec 1 million d'hectares, on peut produire plus de 200 millions de sacs de maïs. Pour un million d'hectares. 200 millions de sacs de 25 kilos de maïs. Nous en avons 80 millions. Nous en avons 80 millions. Lui, qui est le fils à Étienne Tshisekedi, n'a même pas produit un sac de maïs. Ce qui veut dire qu'il n'a pas mis le Congolais en position d'opérer leur croissance économique individuelle. Et naturellement, on ne peut pas avoir les résultats escomptés. Je vous dis, cette gouvernance, c'est une gouvernance criminelle. Des gens qui viennent justement pour sucer, ou sinon, ce sont des vampires qui viennent sucer le sang de Congolais, qui ne veulent pas voir ces pays être émergés. Et ça, ce n'est pas acceptable. Voilà pourquoi nous leur disons. Si aujourd'hui nous utilisons nos mots, nos paroles, pour nous adresser à eux, il y aura un temps, on ne va plus parler, on va agir. C'est-à-dire, on va recourir à l'article 64 de la Constitution. Lorsque vous accédez au pouvoir par de voies scabreuses, lorsque vous n'arrivez pas à bien gérer le pays pour l'intérêt de la population, eh bien la population aura le pouvoir de vous déchoir, de vous mettre de côté. Ça, c'est le constituant qui l'a dit. Et jusque-là, M. Félix Tshisekedi vient de consommer aujourd'hui 25% de son temps, de son mandat, et il n'a résolu aucun problème. Il en a créé beaucoup. Dysfonctionnement institutionnel, désharmonie entre les institutions, dilapidation de fonds publics, insécurité institutionnelle. Tous ces éléments-là démontrent à suffisance que M. Félix Tshisekedi représente un danger pour la République plus que le coronavirus. Et nous devons mettre fin à cela. Il avait promis des actions en 2020, malheureusement le coronavirus a apporté... Voilà, non mais au mois de janvier, c'était 2020. Il a fait quoi? Non mais il ne peut pas tout faire au mois de janvier. Il a parlé de l'année 2020. L'année 2020, il a eu 2 mois. Il a eu 2 mois. Vous avez vu des signes au mois de janvier et de février. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, aujourd'hui, en 2019, on nous a vendu du vent en nous présentant le programme d'urgence. En 2020, nous prenons toute l'année pour débattre sur les insuffisances, sur le maladresse de la conception du programme de 2019. C'est-à-dire on risque de perdre 2 ans. La gratuité est arrivée aussi de l'enseignement. Mais qu'est-ce que vous entendez par gratuité? Il ne suffit pas seulement d'envoyer l'enfant. Est-ce que la qualité de l'enseignement suit? Mais justement, c'est un vaste projet. Non, mais effectivement. C'est un vaste projet qui est au début. Non, mais c'est ça en fait. Nous parlons ici du système d'enseignement. Nous parlons du système d'enseignement. Et la stabilité du système d'enseignement dépend de la motivation que l'on accorde ou que l'on réserve à tous les intervenants. Sur les 600 000 enseignants qui étaient pris en charge par les parents, notamment, M. Félix Tshisekedi et son gouvernement continuent à payer que 300 000.
près de 50% des enseignants jusqu'aujourd'hui restent impayés. Au mois de janvier, il y a eu un nombre important d'enseignants qui ont été... Sur les 137 000 enseignants non payés, il y en a payé 37 000 pratiquement. Mais l'autre problème, c'est aussi l'identification. Est-ce que ces enseignants sont identifiés? Ces enseignants figurent sur la liste du ministère de l'Éducation. C'est ça en fait le problème. Quand vous trouvez en place, vous trouvez un système qui fonctionne avec ses faiblesses. Quand vous voulez redynamiser ou sinon vous voulez réformer, la moindre chose, il faut d'abord comprendre son fonctionnement. Et deuxièmement, vous allez réajuster. C'est ce qu'on appelle le réforme adaptative. Vous suspendez le mécanisme de financement pour le fonctionnement de ces institutions. C'est-à-dire, ici, je parle des écoles. Et en contrepartie, vous amenez quoi? Rien du tout. Mais ils reçoivent quand même des frais de fonctionnement, certaines écoles. Certaines écoles non, reçoivent. Non, mais quelles écoles? Les écoles de l'État, les écoles catholiques. Non, mais effectivement, mais quand vous donnez 50 $, pour répondre à quel besoin? Vous êtes sûr que c'est 50 $? Mais je vous dis, c'est 50 $. Pour répondre à quel besoin? Et la plupart de ces enseignants, les nouvelles unités, c'était justement pour pallier aux insuffisances par rapport au système que l'État devait mettre en place. L'État savait qu'il y avait des gens qui étaient de non payés, qui étaient mécanisés mais non payés. L'État savait qu'il y avait de nouvelles unités. Mais justement, c'est un processus. Non mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit... On ne peut pas satisfaire tout le monde tout au début. Non mais voilà pourquoi j'ai dit, s'il avait pris le soin de bien réfléchir, il devait faire ça méthodiquement. Pourquoi avoir brisqué les choses et à la fin, démontrer votre incompétence? Il a promis au mois d'avril de payer les nouvelles unités et le non payé. Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils ne sont pas encore identifiés. Ce qui veut dire que nos enfants n'étudient pas. Parce que si 50% des enseignants ne sont pas payés, ne sont pas pris en charge, ils le font bénévolement. Et vous pensez que quelqu'un qui vient enseigner pendant une année, gratuitement, va donner la qualité? Et comment ces gens-là vivent? 300 000 enseignants, comment ils vivent? Posez-vous la question. La gratuité de l'enseignement n'existe pas. C'est l'État qui devait se substituer en parents. C'est l'État qui devait prendre en charge. Or, aujourd'hui, l'État est incapable de prendre en charge la moitié de ses enseignants. Ce qui veut dire que cette réforme a lamentablement échoué. Même pour ça, on devait le mettre en prison. Non, finalement, vous ne voulez pas voir Félix Tshisekedi libre. Ça, c'est ce qu'on veut comprendre. Non, mais c'est ça l'image qui vend. Non, par rapport à, moi, je veux qu'on revienne par rapport à cette gratuité, par rapport à la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, on doit se le dire. Les écoles de l'État, bien qu'il n'y en a pas nombreux aussi, il y a eu certaines questions par rapport à ça. Les écoles de l'État, les écoles conventionnées, vous pouvez parcourir certaines écoles ici. Je ne sais pas au niveau des provinces, mais en tout cas, ici à Kinshasa, il y a certaines écoles. Et si vous rencontrez, nous avons rencontré des responsables de ces écoles qui disent que voilà, la situation s'est améliorée par rapport au début. Les feuilles de fonctionnement sont là, les enseignants sont mieux payés qu'avant. Tout ça, vous ne voyez pas. Moi, je vous donne les statistiques. Vous nous amenez dans la philosophie. Parce que ce que vous dites là, c'est de la philosophie. Il y avait 600 000 enseignants. Vous payez 300 000. Ça c'était au début. Non, mais jusqu'aujourd'hui, on devait régulariser la chose au mois d'avril. Rien n'a été fait. En principe, devait être en grève. Heureusement, peut-être pour M. Félix Tshisekedi, on a fermé les écoles. Le Covid a aussi paralysé, amène aussi beaucoup de problèmes. Le Covid n'est pas partout. Ça, c'est un mensonge d'État. Il a voulu couvrir ses maladresses. Le Covid n'est pas partout. Sur le 25, sur le 26 provinces, il n'y en a que 5 provinces qui sont... Bon, prenons 7. Qui sont infectées. 7 sur le 26. Toutes les provinces sont fermées. Mais il faut mobiliser les moyens pour payer tous ces enseignants. Non, mais il fallait anticiper sur ça. C'est ça, en fait, c'est ce que moi j'appelle maladresse. Vous amenez le pays dans des réformes sans moyens. Il fallait anticiper, il fallait faire ça progressivement. Il n'était pas obligé de faire les sensationnels. Dans une gouvernance potable, avant d'initier des réformes, il faut connaître, il faut maîtriser le contour. Il faut connaître comment le système fonctionne. Monsieur Félix, c'est que, bon, je ne sais pas, il a étudié ici jusqu'en 4e des humanités. Je ne sais pas s'il a continué ailleurs. Il est gradué en communication.
suis désolé. Mais c'est ça, pas, les documents qu'il a déposés, c'est ça. Ne dis pas ça. Même la Cour officiellement. Même la Cour constitutionnelle n'a pas eu cette information. La CENI n'a pas dit ça. Même la Cour constitutionnelle. Ça, c'est vous qui l'avez dit. La CENI n'a pas dit ça. Non, mais voilà pourquoi la CENI n'a pas cette information. La Cour constitutionnelle non plus. Il a déposé ses dossiers à la CENI. Il n'a pas déposé les faits. Il a déposé son expertise, son expérience politique. Je suis surpris d'apprendre aujourd'hui qu'il c'est un gradué. Vous m'apprenez des choses. On tend vers la fin de l'émission. Je voudrais qu'on prenne ces sujets parce que c'est important, les sujets sur le Covid-19. Aujourd'hui, la RDC compte près de 500 cas. Et quelle lecture vous faites par rapport à l'équipe de la riposte, le travail qui s'est fait? Bon, le problème n'est pas seulement... je voudrais qu'on soit technique, hein. Je voudrais qu'on parle de l'équipe de la riposte. Non, mais effectivement, moi Félix Tshisekedi dit oui, mais qu'on parle de la riposte. Non, moi je ne parlerai pas de la riposte sans parler de la politique publique sanitaire. Moi je ne suis pas technicien en la santé. Je suis spécialiste en planification. C'est-à-dire que comme moi j'ai fait mes analyses, c'est par rapport à la planification. Au mois de mars, le 8 mars, le premier Congolais, le premier cas a été identifié. Oui. Le gouvernement fait une déclaration officielle les 10, 2 jours après. On leur dit il faut fermer les frontières. Bon, pas les frontières, il faut fermer les aéroports. Ou sinon, renforcer le système d'alerte. Ils ne l'ont pas fait. La personne qui était malade, qui serait contaminée, a été mise en quarantaine. Sa femme et le membre de sa famille allaient le voir. Et heureusement pour nous, cette personne n'était pas malade. Quelques jours après, on nous apprendra qu'il y a eu des cas. Et aujourd'hui, nous atteignons 500. Plus de 500 d'ailleurs. Parce que là, les statistiques qu'on nous donne, c'est par rapport à la capacité de dépistage. Ce n'est pas par rapport à ce qu'il y a sur le terrain. Parce qu'il y a ceux qui sont malades, qui ne veulent pas aller dans cette aventure, dans ce que vous appelez l'équipe de riposte. C'est-à-dire il y a des cas qui ne veulent pas aller là-bas. Parce qu'ils n'ont pas confiance au système mis en place. On dit à M. Félix Tshisekedi, la question est transversale. Il faut tenir compte de plusieurs aspects. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée une coordination dans son aspect purement sanitaire. Et après, il élargit, il intègre d'autres dimensions. Il prend de bonnes mauvaises décisions. En commençant d'abord, à fermer toutes les frontières. À confiner pratiquement tous les pays. On leur dit non, le pays a besoin de moyens. Mettez en quarantaine ou isolez les provinces infectées. Laissez les autres provinces fonctionner normalement. Parce que nous n'avons pas la même situation que la France. Il n'y avait que 20 cas confirmés. 20. Et vous fermez tous les pays. Et ce qui est surprenant, ils ont fermé les pays, ils ont isolé les provinces, alors qu'il y avait des embarcations qui quittaient ici, qui allaient vers le Bas-Congo, qui allaient vers les autres provinces. Et quelques jours après, M. Félix Tshisekedi, le 18, il fait une déclaration. Par l'oralité, il ferme les frontières. Il restreint les libertés individuelles. En violation intentionnelle de l'article 85, 144 et 145 de la Constitution. C'était pour stopper la propagation. Il n'a pas compétent, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Comment peut-il suspendre ou sinon comment peut-il réduire les libertés individuelles sans respecter la procédure? Et ce qui est surprenant, nos amis juristes ont cautionné cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole de M. Félix Tshisekedi à force de loi. Alors que la Constitution vous dit, le président de la République statue par voie d'ordonnance. Et la bêtise, le 24 du même mois, il s'est ressaisi, il prend une fameuse ordonnance. Alors que la Constitution dit, pour que cette ordonnance entre en vigueur, ça doit passer impérativement par la Cour constitutionnelle. Nous avons vécu cette anarchie, cette tyrannie de M. Félix Tshisekedi. On a exécuté une ordonnance qui n'avait pas respecté la démarche constitutionnelle. L'ordonnance a été déposée à la Cour constitutionnelle. Oui, mais après 2 semaines. Et ça a été vidé avant même qu'on atteigne le 1 mois prévu par la Constitution. On leur dit il faut corriger cela au niveau du Parlement. Mais c'est Kabound dit non, voilà,
on a l'intention de se faire de l'argent, la convocation du Congrès allait demander 7 millions de dollars, et en plus le pays est menacé, on ne peut pas mettre en danger les députés, on ne peut pas organiser cela, on doit continuer seulement. On arrive à la fin. Monsieur Félix Tshisekedi a compris. Il convoque le Parlement. Bon, pas convoqué, il initie la convocation du Parlement. Séparément. C'était séparément, donc... Ça change quoi? Mais ça ne change rien. Donc Kabound, ce qu'il ne voulait pas, c'était d'amener tout le monde. Parce que lui, même avec un nombre réduit de députés et sénateurs, le travail pouvait se faire. Alors, chose qui a été faite. Lui, il a dit que ça allait coûter 7 millions de dollars pour convoquer tous ces gens. Ces gens-là ont été convoqués. Mais c'est pas tout le monde. Non, mais c'est ça le mensonge. Et aujourd'hui, nous avons une loi présentée par le Parlement, mais même cette loi-là, avant que cette loi entre en vigueur, ça devait passer par la Cour constitutionnelle pour constater qu'effectivement, ça respecte les normes ou les exigences de la Constitution. On a réduit nos libertés en violation flagrante de la Constitution. Ce qui veut dire que nos juristes ont fait la honte de la République parce qu'ils ont cautionné cette manière de faire les choses. Aujourd'hui, nous avons atteint 500 personnes. Ce qui est surprenant. On nous dit que les cas de bonne évolution sont dans les 200 et quelques. Ceux qui sont guéris sont dans les 50 et quelques. Ce qui est surprenant. Après 14 jours, il y a la manifestation de la maladie, la période d'incubation. Et lorsqu'on est pris en charge, comment peut-on avoir des gens qui ont connu une nette amélioration par rapport à leur traitement, un mois après, qui ne soient pas guéris? Ce qui veut dire, même les statistiques que l'on nous donne, ce sont des statistiques falsifiées. Mais qu'est-ce que cette équipe aurait dû faire qu'ils n'ont pas fait? Non, mais le problème n'est pas au niveau de l'équipe, parce que l'équipe amène sa technicité. Le problème, c'est au niveau de politique contradictoire. Le choix contradictoire dans le politique. Au lieu de chercher les équipements pour renforcer notre capacité de dépistage, qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi fait? Il crée une chaîne de télévision. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi fait? Il augmente les charges publiques en créant des cellules inutiles et qui énervent la Constitution. Pendant qu'on cherche l'argent, M. Félix augmente les charges publiques. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'attendons que l'apport extérieur. Alors que le budget était estimé à 135. Et je vous dis, 135 millions, c'était par rapport au cas de Kinshasa. Aujourd'hui, qu'il y a cette province, et je vous informe, qu'au niveau de Goma, la personne qui a amené la maladie provenait du Rwanda. Et elle est arrivée ici dans notre pays les 19. Soit un jour après les décisions controversées de M. Félix Tshisekedi. Oui. Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission et nous vous remercions pour votre brillante participation. Et je crois que prochainement, on pourra vous avoir. Vous viendrez ici pour partager avec nous. Je serai toujours disponible. Mais je voulais, avant qu'on s'élève, que reste-t-il de la MOUCA? Le président est toujours confiné dans un autre pays? Je ne suis pas membre de la MOUCA. Moi, je suis de la NCPO. Ah, d'accord. Je ne suis pas membre de la MOUCA. Mais si vous pensez que pour que le pays avance, il faut que le président que vous appelez élu soit ici, ce qui sous-entend, vous reconnaissez que c'est lui qui est là, ne fait que la figuration. Non, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, du côté de la MOUCA, on l'appelle. Non, mais il n'a pas été proclamé élu. Il n'a pas été proclamé élu. Et si vous pensez que pour que les choses avancent, il doit être ici, c'est que sous-entend, vous reconnaissez que c'est lui qui est là, ne fait que la figuration. Merci beaucoup, l'émission est arrivée à la fin. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Au revoir.